Alors, ce que je vais faire en quelques mots, c'est d'abord nous présenter qui nous sommes. Nous sommes Système et Organisation, une association qui existe depuis 2006, qui a vu le jour en janvier 2006, et a comme vocation de réunir tous les systémiciens, tous les groupements de systémiciens, tous les systémiciens qui travaillent individuellement, quelle que soit leur approche scientifique, que ce soit des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des médecins, des philosophes, des psychologues, des coachs, etc., des architectes, vraiment toutes personnes qui sont intéressées par la systémique. Nous sommes membres de l'Union européenne de systémique qui regroupe l'ensemble des associations, une par pays, qui regroupe les différents systémiciens qui travaillent ensemble. Donc nous avons vraiment une volonté de transdiscipline et d'interaction entre les différents regards aussi systémiques. Nous avons eu au début de l'année, la toute première conférence que nous avons eue en 2007 était donnée par M. Donadieu, qui était une conférence qui avait trait à l'histoire des religions. Puis nous avons eu le docteur Patrick Mesters qui nous a parlé du burn-out. Et puis nous avons eu M. Russon qui nous a parlé de Systemic Engineering, l'anglais et moi pour la prononciation. Et puis maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bonamy, qui est professeur émérite de l'UCL, qui est en psychologie et en organisation et en développement des ressources humaines. Il est également le président du CFIP. Et il est co-auteur de 2 livres, Le management des systèmes complexes. Malheureusement, ce livre qui est vraiment une Bible n'est plus édité. Il devrait être réédité. Ils ont demandé de renouveler. Mais peut-être que SEO pourrait peut-être s'en occuper, on ne sait jamais. Et alors, système scolaire et pilotage de l'innovation, également épuisé. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Si vous voulez des informations sur qui nous sommes, à la fin de la conférence, nous sommes à votre disposition. Je laisse pas la parole à Michel. Vas-y, Michel. Merci, André. Bien, donc, comme André m'a présenté le diaporama, enfin, cette diapositive peut passer. Donc le titre donné pour ici, c'est Apprentissage organisationnel, regard systémique. Il va aller mieux que systémique, c'est dans le titre. Ça fait un peu mieux pour quand on est invité par une association qui s'appelle Système et Organisation. Alors, vous avez reçu à l'entrée 2 petits textes. L'un qui est une synthèse en fait de ce que je vais vous dire, qui est apparu il y a 1 an dans la revue Contact, qui est une petite revue que le CFIP envoie aux gens qui suivent ces activités. Et alors vous avez je crois qu'il y en a 36, les 36 diapositives. Je pense qu'on ne verra pas toutes les 36. Vous avez en tout cas les documents et donc ne prenez pas de notes inutiles en cours de route. Alors, la question à laquelle je vous invite de réfléchir ici, c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait que certaines équipes ou certaines organisations, puisque j'ai parlé d'apprentissage organisationnel, eh bien, semblent, je dirais, se débrouiller mieux que d'autres dans des situations de crise, ou que certaines équipes paraissent pouvoir résoudre des problèmes, que d'autres éventuellement ont davantage de difficultés, ou certaines équipes ou organisations auraient plutôt tendance à se rigidifier à certains moments et à vivre sur un certain nombre de stéréotypes ou autres. Et la question donc que je vais poser à travers cet exposé, c'est comment des groupes de personnes, des organisations qui donc fédèrent un certain nombre d'individus, mais paraissent faire mieux que d'autres. Il faut quand même savoir que le développement au 19e au 20e siècle, les nouveautés, les inventions proviennent d'organisations. Les organisations jouent un rôle énorme dans la modernisation et dans les progrès que nous voyons et aussi éventuellement dans les déficits. Et la question, c'est donc de se dire, dans une organisation, il y a des personnes. Toutes les personnes,
montrer qui elles sont. Hein. Est-ce que les succès ou les résultats d'organisation sont réductibles aux personnes ou éventuellement à des modes d'interaction, des modes d'organisation des interactions entre les personnes. Donc ça c'est la question. Alors, le concept d'apprentissage, on va revenir, c'est un concept qui habituellement est accolé, est attribué à des individus, hein, que ce soit sur le plan végétal, animal ou humain. Est-ce que ça a du sens de parler d'apprentissage organisationnel? Est-ce que ce n'est pas dangereux de biologiser ou d'anthropomorphiser le concept d'organisation en liant le concept d'apprentissage? Est-ce qu'on peut, par observation, et vous verrez que je me base ici sur des observations de type ethnographique et à partir de données de recherche, peut-on observer des apprentissages collectifs? Peut-on observer des apprentissages que l'on va appeler ou définir comme organisationnels? Donc l'objectif d'une recherche que j'ai menée avec d'autres personnes, c'était bien d'essayer d'observer, de repérer des processus d'apprentissage collectif, d'apprentissage à plusieurs, ou collectif qui se fait au nom de l'organisation, et aussi, et c'est la dernière question, de comprendre qu'est-ce qui permet à ces apprentissages, disons, ou à ces interactions fructueuses entre individus de surgir et notamment de pouvoir se développer, se stabiliser et se sédimenter dans une organisation, et notamment ce qui pose la question, bien entendu, du leadership et également du management des connaissances, si bien que vers la fin de l'exposé, je parlerai de l'apprentissage organisationnel, mais également de communauté de pratique, c'est un concept qui est fort développé aujourd'hui, et aussi du knowledge management, donc du management des connaissances. Alors, le point de vue que je prends ici, c'est un point de vue, hein, contrairement à un prédécesseur, et je pense que les différents points de vue ont leur place dans une société comme SCO. Ici, ma posture, c'est plus une posture de chercheur, d'observateur que de consultant, même si au CFIP, parce que là j'ai un rôle de président du CA, c'est bien clair que le CFIP, sa fonction c'est d'être consultant, mais en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus à l'aise, disons, dans les exposés, quand je prends cette position de chercheur, donc avec une visée descriptive et compréhensive, pouvoir donner de l'intelligibilité à des phénomènes, à des processus qui se placent, plutôt que de définir comment il faut faire, quelles sont les normes d'un bon fonctionnement, même si très vite, vous verrez, les genres d'éléments dont je vous parle ici peuvent être traduits, et des personnes ne sont pas prises de le faire, hein, peuvent être traduits en normes, en mode de fonctionnement. Alors la visée, je dirais descriptive, est assez difficile à garder, hein, je dis notamment dans le domaine de l'éducation, ça on sait bien, hein, ici, parce que le travail que je vais vous présenter au point de départ, il a été fait par observation d'équipes d'enseignants dans le fondamental, que je vous expliquerai tout de suite, et la généralisation est assez rapide à faire, mais dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, on est très vite touché par les valeurs, par ce que l'on souhaite, hein, ou ce que l'on pense qui devrait être fait. Le management, c'est exactement la même chose. Très vite, les rapports hiérarchiques, hein, liés à l'argent et d'autres choses, sont tout de suite entachés, si on peut dire, de valeurs, et il est très difficile d'observer ce qui se passe sans y projeter, sans y mettre ce que l'on pense qui devrait se passer. Et donc, quand il s'agit, alors, c'est le fait ici, de manager l'éducation, hein, eh bien, on comprend bien qu'il est difficile de garder ce point de vue descriptif et compréhensif. Ah oui, j'ai oublié. Alors, ce que je dis, donc, ça vient d'un programme de recherche financé par la communauté française de Belgique, qui fait des appels aux chercheurs et en leur laissant parfois la possibilité de proposer des thèmes, bien que maintenant les thèmes sont souvent quand même assez définis. Et dans l'enseignement fondamental, je ne sais pas si vous savez qu'en Belgique, il y a un décret qui est paru il y a quelques années qui imposait aux enseignants de se réunir 60 heures. Je
pense que le domaine de l'école, c'est bien le seul domaine où les ministres définissent les manières d'agir. Ils définissent pourquoi? Parce qu'ils libèrent du temps, donc ça veut dire qu'il faut engager d'autres personnes pendant que les élèves, pendant que les professeurs se réunissent et parlent entre eux, donc il faut bien un décret pour que les enseignants parlent entre eux. Ça c'est la réalité. Et donc à partir de ce décret, il était possible pour nous de dire, eh bien, et de sensibiliser les politiques à se dire, on va regarder comment ces concertations imposées, cette injonction de concertation, comment les choses se passent dans un certain nombre d'établissements scolaires. De là, nous avons lancé ce programme, Savoir partager, compétences collectives, réseau interne et externe aux établissements scolaires et leur gestion au niveau local. Un travail qui a duré 2 ans, même une 3e année a été ajoutée pour des outils d'analyse qui sont sur les sites et qui sont utilisés dans un certain nombre d'écoles. Et on a eu la chance de pouvoir engager sur ce projet-là, dont j'ai travaillé avec ma collègue Michel Garand, qui était à ce moment-là prof au FUCAM, et on a pu engager quelqu'un qui était déjà docteur en psychologie et très, comment je dirais, rompu tant à l'analyse quantitative que qualitative. Et donc, la partie dont je vais vous parler ici renvoie à des observations faites sur des sites, comme on dit, dans 3 établissements scolaires que l'on a considérés comme hors normes. On a considéré que c'était des établissements scolaires qui ne fonctionnaient pas suivant les logiques habituelles ou statistiquement moyennes, si on peut dire, que l'on trouve dans d'autres établissements scolaires, mais qui nous permettait justement de mieux comprendre comment des gens pouvaient interagir entre eux et développer de nouveaux savoirs, de nouvelles manières d'agir pour résoudre des problèmes. Alors, oui, c'est ça, donc je vais revenir après sur cette question-là. Donc les données empiriques sont des observations ethnographiques. Nous travaillons au point de départ parce qu'il y a eu plusieurs études, sur 18 établissements, comme on est en Belgique, 6 des 3 principaux réseaux, Communauté française, Villes et provinces et le libre subventionné. Et nous avons pu repérer 3 établissements, un de chaque réseau, puisque ça c'est toujours la contrainte, si on veut être crédible je dirais dans l'étude, des écoles, disons, qui nous paraissaient, je dirais, contenir de bonnes pratiques, ce que dans l'Union européenne aujourd'hui, quand on essaye de développer des analyses de phénomènes complexes, et bien comme il est difficile de définir les règles, d'identifier les variables, etc., et bien on analyse des pratiques que l'on considère comme bonnes, suivant un certain nombre de catégories, de témoignages, etc. Et on essaie de comprendre comment ces pratiques se déroulent et quelles sont les conditions qui les génèrent. Donc, on est un peu dans ce paradigme que l'on pourrait dire des bonnes pratiques. Et nous avons alors fait une étude plus ethnographique dans ces 3 établissements. Les références théoriques, là je ne sais pas si je reviendrai beaucoup là-dessus, il y a en tout cas des transparents là plus loin, et on verra si on a le temps aussi dans la discussion, vous souhaitez y revenir. 3 sources principales, des Américains, Argyris et Schoen, qui appartiennent au courant de la dynamique des groupes, au courant réflexif, de retour sur l'action, etc. Nonaka Takeshi, donc là des Japonais beaucoup plus liés à l'inventivité, des mouvements japonais dans les années 80. Au moment où ils ont fait irruption sur le marché mondial avec les questions de qualité, et où ils se sont imposés comme un modèle, disons, alternatif au taylorisme, développé davantage aux États-Unis et en Europe. Il y a leur Canon et Alter, des Français, sociologues qui travaillent à l'école des mines au sud de Paris, Châtenay-Malabry, qui analysent alors les inventions, les innovations. Qu'est-ce qui fait que dans la société, vous pouvez avoir à un moment donné l'émergence d'inventions, à quel besoin cela répond et quel réseau, si vous voulez, d'acteurs favorise le développement d'innovation. Donc vous voyez, les sources sont, je dirais, assez variées. Alors, comme je commençais à vous le dire,
si je devais prendre une approche normative et prescriptive, ce n'est pas dans les établissements scolaires que je devrais aller chercher des exemples d'apprentissage organisationnel, parce que, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'école est faite pour faire apprendre aux élèves, mais que l'école n'est pas faite pour apprendre elle. Hein, bon, c'est assez facile à comprendre quand on connaît la juxtaposition des lieux d'enseignement, des classes, des enseignants, des matières, etc. On comprend que l'école, à la fois pour faire une couverture de l'ensemble de la population et des différentes catégories, je dirais, d'élèves rencontrés, eh bien, l'école est structurée de façon à ce que des professionnels, entre guillemets, des enseignants, puissent œuvrer en décentralisation avec un certain nombre d'élèves et avec une grande autonomie. Ce que en américain, Carl Weick appelle loosely coupled system, c'est-à-dire des systèmes faiblement couplés, ou si vous voulez, qui continuent à fonctionner même s'il n'y a plus rien qui va. Hein, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager devant des pays dictatoriaux. Je viens maintenant de Goma, vous avez dans la province du Nord Kivu une inspection médicale, des services médicaux qui fonctionnent admirablement dans la guerre, tout en étant dans la guerre, des situations, le volcan qui est venu en 2002, j'irai détruire une partie de Goma, eh bien vous avez des sortes de résilience collective, je ne sais pas comment il faut appeler, des gens qui s'auto-organisent et qui permettent le développement. Donc vous voyez, le fait que, or la médecine, c'est tout à fait comme l'enseignement, c'est aussi comment je dirais, un système faiblement couplé, c'est-à-dire qu'un problème qui arrive à un endroit du système ne se répercute pas immédiatement à tous les autres endroits du système. C'est ça que ça veut dire, un système faiblement couplé, c'est-à-dire que les sous-systèmes peuvent fonctionner en grande autonomie. Mais on voit aussi tous les problèmes que ça pose, que les systèmes fonctionnent en grande autonomie, c'est qu'ils ne se corrigent pas, et qu'à partir du moment où il y a des défis sociaux et des défis, des exigences, par exemple, de faire réussir l'ensemble des élèves, on voit toute la difficulté pour de pareils systèmes de se mobiliser et de se structurer. Donc c'est ça qui est derrière le terme loosely coupled system. Donc je dirais, c'est pas là qu'il faut aller chercher les phénomènes d'apprentissage organisationnel, mais je dirais du point de vue du chercheur, c'est juste l'inverse. C'est parce que si on peut trouver dans des systèmes pareils des processus que l'on peut dénommer apprentissage organisationnel, on les voit apparaître beaucoup plus forts. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu comme si on avait un microscope qui permet de mieux comprendre, de mieux observer et de mieux comprendre les processus qui s'y passent. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, donc on a travaillé là dans 3 écoles. Alors, je cite rapidement ce qu'on a trouvé de particulier dans ces écoles qui a fait qu'on les a pris comme idéal type, disons comme bonne pratique. Dans une école, c'est une école communauté française, dans une petite ville de Wallonie, donc semi-rural, semi-urbain, et dans un milieu plutôt catholique. Et bien cette école, on peut le voir dans le site internet qui est très, très explicite à ce sujet-là, a voulu se situer, fournir une alternative, disons laïque, si on peut dire, dans un milieu assez concurrentiel. Et c'est un inspecteur qui, il y a une quinzaine d'années, a proposé à la direction de l'époque d'utiliser des méthodes Freinet au niveau, en tout cas, des projets. C'est-à-dire que l'école fonctionne par projet. C'est assez étonnant, mais toutes les classes ont des projets. Certains projets touchent plusieurs classes. Ils sont dans des projets avec des écoles flamandes, avec des écoles européennes. D'ailleurs, grâce à ça, ils ont des subsides particuliers qui font qu'il peut y avoir une personne en plus qui est là en termes de gérer un certain nombre de projets. Et donc, depuis 15 ans, l'inspecteur a changé, c'est un autre qui est là, la direction a changé, il y a de nouveaux enseignants, et cette école continue à fonctionner de cette manière-là. Donc, on peut dire qu'on n'est plus dans l'innovation aujourd'hui. Ce qui est innovant, c'est que ça continue. C'est qu'après 15 ans, normalement, dans d'autres situations, les choses disparaissent. Donc là, c'est comme si l'établissement scolaire avait appris une autre manière de fonctionner. Alors c'est très amusant parce que si on prend le décret sur la concertation qui impose 60 heures de concertation, là que fait le directeur, il dit alors, surtout on ne se concerte pas, les gens le font déjà tous les jours, on ne va pas commencer à ajouter des réunions qui sont inutiles, qui
simplement, ils ne font pas de rapport, autre que des rapports liés au projet. Et donc, vous voyez, des décrets à ce moment-là peuvent éventuellement même constituer une sorte de menace pour des modes de fonctionnement qui répondent à une collaboration entre enseignants. Dans une autre école, une école communale, qui a plusieurs implantations, qui se trouve en périphérie d'une ville industrielle, et où, comment dire, cette école a un changement de direction il y a 3 ans. Les chefs de la commune très sensibilisés à, comment je dirais, à relever une école qui était un peu poussive. Et, comment je dirais, c'était un enseignant de cette école qui a été nommé direction, avec directeur, enfin, je ne veux pas dire les sexes non plus, avec l'appui d'autres enseignants. Et, comment dire, l'école prend comme projet une pédagogie différenciée et les méthodes actives. Et vous avez une directrice qui assène à longueur de jour sur l'importance que les gens puissent mesurer. Par exemple, que la circonférence d'une roue, c'est 3 fois le diamètre, 3, 14, 16, 14, 16, ou 16, 14, je ne sais pas comment dire. Et donc, le rêve, c'est qu'une fois que les enfants ont compris que c'était un peu plus que 3, et bien, je dirais, ils ont appris. Et donc, les pédagogies essayent d'être constructivistes de ce point de vue-là. Et on l'a pris parce que on ne peut pas dire que les réalisations soient clairement présentes, mais on avait l'impression que les conditions d'un apprentissage organisationnel étaient progressivement réunies. Et dans une troisième école, libre, catholique, d'une petite commune rurale, mais à proximité d'une ville, avec un double public, un public du village et un public urbain qui vient habiter un résidentiel dans le village. Une école qui se crée en lien avec un directeur diocésain, avec des parents, et qui part de rien, une première classe, puis chaque année une nouvelle classe, après 8 ans, 3 maternelles, après 9 ans, 3 maternelles et 6 primaires, refuse d'aller au-delà de 9 classes, construisent un bâtiment adapté à la pédagogie, tout à fait adapté à la pédagogie, et où, comment dire, toute la pédagogie est centrée sur des ateliers qui se font, je crois que c'est le vendredi matin, et où, en principe, à partir de jeux de société, etc., qui sont construire, détourner de leurs objectifs pour justement observer des apprentissages d'élèves ou avec l'aide de parents et de l'inspection, eh bien, ils mettent au point donc, les enseignants des outils pour évaluer, voir dans quelle mesure les apprentissages abordés durant la semaine, durant les semaines précédentes, sont acquis et sont reproduits spontanément dans un certain nombre de jeux de société. Bien, on s'est dit, là, et là, cette école, elle fonctionne depuis maintenant 13 ou 14 ans. Et donc là aussi, on peut dire qu'il y a eu, au niveau d'un établissement, d'une organisation, une capacité de maîtriser d'un certain nombre de phénomènes dits complexes. Donc on a retenu ces 3 lieux-là. Alors, je viendrai après quand je ferai la mobilisation des processus. Alors ici j'ai interverti j'ai demandé à monsieur là-bas d'intervertir 2 diapositives par rapport à ce que vous avez reçu. Donc la question c'est de se dire, mais quand même de prendre au sérieux le fait de se dire, est-ce qu'il est légitime de parler d'apprentissage, de lier apprentissage à organisation. Parce que de façon, je dirais, traditionnelle, l'apprentissage, ce sont des individus, comme je disais, des individus qui peuvent se développer, qu'ils soient animaux, végétaux, humains, qui peuvent se développer dans un environnement, se développer, qui peuvent évoluer, et dont les apprentissages sont, disons, des modifications de représentation, des modifications de comportement, qui permettent, qui sont renforcés par certains aspects. Alors, de manière classique, en tout cas, moi c'était ma position au début, c'était de dire, évidemment, il n'y a que des individus qui apprennent. Quand on parle d'apprentissage organisationnel, c'est une métaphore. Et alors, un point de vue que l'on pouvait avoir des systèmes, des organisations, c'est de dire, mais dans les organisations, il n'y a que des individus qui peuvent apporter des éléments,
Il n'y a pas un système qui fonctionnerait, une sorte de suprasystème d'inconscient collectif ou d'organismes collectifs hors des individus, hors des personnes, qui peuvent se développer. Tout ce qui apparaît dans un système et se modifie est lié aux acteurs, aux personnes individuelles. Donc, à ce moment-là, quand on parle d'apprentissage, c'est plutôt l'organisation qui favorise les apprentissages. Ce que vous verrez à la fin, j'appellerai plutôt organisation qualifiante. C'est clair qu'on peut se trouver dans des organisations dont l'objectif, si vous voulez, qui sont organisées pour que les individus se qualifient et se développent. Pensez à médecins, comment je dirais, à MSF, puisque vous avez des organisations humanitaires, par exemple, qui sont très attractives vis-à-vis de gens très professionnels, qui développent des trajectoires professionnelles d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui peuvent être facilement rentabilisées dans un curriculum vitae. L'organisation, elle est très forte de par la qualité des personnes, ça va, mais son objectif n'est pas de retenir ces personnes. On est un peu comme les Big Five, Ernst & Young, Deloitte, etc. Eh bien, vous avez beaucoup de jeunes consultants qui passent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui font leurs armes. Quelques-uns restent dans ces entreprises, mais la plupart, ils font leur école et échangent. Et donc l'organisation est très forte à attirer des gens de valeur, entre guillemets, de les former, puis après, elle n'a pas la possibilité de fournir une carrière, d'augmenter les salaires, etc. Mais c'est le côté attractif de l'organisation qui crée un environnement riche. Bon, ici, quand on parle d'apprentissage organisationnel, on veut aller quand même plus loin. Se dire, non, toutes les organisations ne sont pas égales, certaines réussissent mieux, évidemment, il y a multiples facteurs économiques, technologiques et autres, il y a aussi les gens. On sait bien que dans une équipe de foot, puisque ce n'est pas en mettant 11 individualités remarquables qu'on a nécessairement une bonne équipe, donc il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et donc, parler d'apprentissage organisationnel, si vous voulez, c'est essayer de se dire, mais qu'est-ce qui se passe entre un certain nombre d'individus? Qu'est-ce qui fait que non seulement les gens apprennent, mais que ces apprentissages, ils impliquent un collectif, ils impliquent l'interaction avec d'autres personnes, c'est ce qui va apparaître ici, mais ce n'est pas simplement le fait d'être avec d'autres personnes, il y a aussi un élément d'organisation. Il n'y a pas qu'un élément collectif, il y a un apprentissage collectif, mais il y a aussi un apprentissage organisationnel. Alors, qu'est-ce que ça renvoie à l'apprentissage organisationnel, si vous voulez? C'est la prise en compte, si vous voulez, de conditions qui sont susceptibles de favoriser l'émergence de certains processus et surtout qui permettent de constituer une mémoire organisationnelle, d'essayer, et vous verrez toute une série d'exemples que je donnerai, de constituer une mémoire organisationnelle qui permet aux individus de se relayer, de pouvoir se renouveler, avoir des bases de données. C'est clair que l'informatique permet beaucoup d'éléments. Et, si vous voulez, donc il y a un aspect en même temps intentionnel. Parce que, si vous voulez, la réflexion dans le domaine de l'innovation est très souvent centrée sur une émergence. C'est de l'émergence, on reconnaît la qualité, on ne programme pas la qualité. On reconnaît l'apprentissage organisationnel, on ne peut pas programmer l'apprentissage organisationnel. Je ne sais pas si je peux comprendre. Ce ne sont pas des phénomènes linéaires. Mais en même temps, on ne peut pas non plus demander à des dirigeants d'attendre qu'une émergence se fasse. Vous comprenez? Et donc, il y a tout ce problème, c'est comment susciter, comment faire en sorte que du spontané se passe en termes d'émergence. C'est bien le paradoxe dans lequel on est, et c'est pour ça que c'est très difficile. On ne sait pas créer un laboratoire des conditions pour analyser ce genre d'éléments. Donc ici, je mets une première définition d'apprentissage organisationnel, donc un processus qui est à la fois collectif et organisé. Et on verra que dans les communautés de pratique, c'est plutôt l'aspect collectif qui est repris. Tandis que dans l'apprentissage organisationnel, il faut non seulement du collectif, mais de l'organiser. Ça va de l'intentionnel, du structuré. Donc, processus collectif et organisé d'acquisition de compétences qui permet d'agir. Enfin, ça, c'est de façon appropriée, durable. Oui, le terme durable est important, évidemment, puisque ici, le fait même de parler d'organisationnel, ça implique une inscription dans la durée.
regarde donc des objectifs de l'organisation et des transformations de l'environnement. Donc, ce processus comprend un processus de production de connaissances qui est réalisé par les individus en interaction, hein, et un processus de gestion de ces connaissances. Il ne s'agit pas simplement de les produire, mais aussi de les gérer dans l'organisation. Et donc, l'étude essayait d'aborder des dimensions à la fois cognitives, conatives, on aurait pu l'ajouter, c'est tout ce qui renvoie aussi à la volonté, au courage, etc. Le cognitif, c'est les connaissances. Conative, on aurait pu l'ajouter, affective évidemment avec tous les aspects émotionnels et l'affectif dans les relations à autrui, social au sens microsocial, mais aussi donc le microsocial c'est-à-dire au sein d'une équipe, mais aussi ça s'inscrit aussi dans une société, et socio-institutionnel, donc il y a là, je dirais, beaucoup d'éléments qui sont liés les uns aux autres à prendre en considération. Alors, l'observation de ces trois établissements scolaires nous a fait essayer de modéliser ce que nous observions, parce que Caroline Lecteur observait, mais qui était repris chaque fois dans des séances de travail. Alors, ici, j'ai mis 8, hein, on va les passer en revue après, hein, dans des transparents. Au point de départ, on a commencé par 5 principes, puis on est passé à 7. Puis on est passé à 8 et pour le moment, depuis 1 an et demi, on s'est stabilisé à 8. Je dirais pourquoi et de quoi s'agit-il. Donc l'approche qu'on a prise, c'est une approche autant inductive que déductive. Hein, je vous ai parlé des sources théoriques, à la fois américaines, japonaises et françaises. Alors, évidemment, on n'était pas neutre, on n'est pas venu avec un vide dans l'esprit, ça n'existe pas. Quand les gens croient qu'ils ont un vide dans leur esprit et qu'ils observent, eh bien, ils projettent leur théorie implicite. Hein. Donc il vaut beaucoup mieux être clair sur ces théories implicites et les projeter que de croire qu'on n'en a pas et d'observer. Hein. Ce qu'on observe, c'est que finalement on cherche à observer, hein, si vous comprenez. Donc, c'est clair qu'on savait ce que l'on cherchait, d'après notre connaissance de la littérature, etc. Mais en même temps, on se disait, est-ce que dans les écoles ça peut se passer? Si ça se passe, ça prend quelle forme? Et en même temps, donc, si vous voulez, il y avait un aspect inductif, c'est-à-dire de se dire, oui, tiens, par essai et erreur, on essaie d'exprimer les principes, et ça nous a pris, je dirais, plusieurs années dans l'expression. Donc ça, c'est un modèle inductif-déductif. L'autre élément, c'est les critères de parcimonie. C'est-à-dire, ça ne sert à rien si on essaye de faire une modélisation, de multiplier les variables, etc. Il faut qu'elles aient du sens. Hein, donc, ce qu'on essayait de faire, et vous le verrez, c'est d'essayer de déterminer des conditions qui sont à la fois nécessaires pour ce qu'on pourrait appeler un phénomène d'apprentissage organisationnel et suffisantes. Et dans les principes, certaines, on ne les a pas mis dans les conditions nécessaires et suffisantes. Donc 8, c'est la stabilisation aujourd'hui de ces principes. Donc je vais les passer en revue avec vous. En tout cas, le premier, avant de structurer les autres, le premier qui essaye simplement de définir, c'est quoi? Ce serait quoi un apprentissage organisationnel? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut bien donner le nom. Il faut bien donner un nom d'apprentissage organisationnel à quelque chose qui se passe. Vous comprenez, c'est paradoxal, puisqu'il faut nommer quelque chose que l'on veut étudier. Hein, je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Alors on s'est dit, ben voilà, un apprentissage organisationnel, je prends les critères. Un critère, c'est la durabilité. Et vous voyez, dans les 2 des 3 écoles, ça faisait plus de 10 ans. Plus de 10 ans que fonctionnait. Et qu'elles avaient pris, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu une émission à l'RTBF où on voyait les écoles en Finlande et en Belgique, je ne sais pas si certains ont vu, et on voyait, c'était très frappant dans les entretiens avec des personnes de certaines écoles de Finlande, comme les gens étaient centrés vers les problèmes, les difficultés d'apprentissage d'élèves, et que tout était fait en sorte d'essayer de comprendre, de diagnostiquer assez vite, et de comprendre comme si c'était devenu une sorte d'obsession. Je ne sais pas si, enfin, moi ça m'a fort frappé, hein, et cela qui se passe de manière collective. Oui, pourquoi dis-je ça? Oui, dans le système en finlandais, il faut prendre toujours comme référence, au point qu'à Helsinki, dans l'aéroport, vous avez un stand pour le système scolaire, puisqu'il y a tellement de gens qui viennent, hein, comme ça ils savent où aller dès l'aéroport.
hein, eh bien, on peut dire que là, il y a une sorte d'apprentissage du système scolaire lui-même, si on peut dire, par rapport à cette problématique de la réussite de l'ensemble des personnes. Donc, hein, la question à la fois de la durabilité, d'extension à l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui travaille sur le côté, c'est si vous voulez, par cycle, hein, puisqu'on a des cycles dans l'école primaire en Belgique, à l'intérieur d'un établissement, à l'intérieur des cycles, à l'intérieur des implantations, eh bien vous avez des échanges, des fertilisations croisées, qui nous dit parfois, d'une sous-équipe à une autre équipe. Ce n'est pas 3 personnes qui travaillent dans leur coin, c'est bien au nom de l'organisation, qui se développe dans l'organisation et perdure au-delà de la mobilité des personnes. Hein, donc c'est très clair qu'il y a de la GRH, c'est très clair que dans les 3 écoles, quel que soit le réseau auquel ils appartiennent, finalement la direction choisit les enseignants, et que les enseignants choisissent de partir ou de rester. C'est clair que donc il y a par des systèmes de CES, etc., je dirais l'inspection qui appuie de l'extérieur certaines expériences, finalement ce n'est pas tout le monde qui reste, donc il y a une mobilité des personnes, hein, et ça implique des interactions, tiens, je n'ai pas corrigé, cette version-ci n'est pas corrigée, des interactions plus ou moins complémentaires. Ça porte évidemment sur des représentations, parce que les gens travaillent avec des représentations, des connaissances, des pratiques, et vous avez l'aspect intentionnellement géré et régulé. Donc, si vous voulez, on se dit, tiens, il me semble qu'on observe des éléments de ce type-là. Alors, dans la modélisation, si vous voulez, on a considéré que 5 des 8 principes étaient, je dirais, vraiment le cœur de ce qu'on pouvait appeler l'apprentissage organisationnel. Le 2 qu'on a situé en input, si vous voulez, bon, ici c'est un clin d'œil à des modes de représentation systémiques mais très élémentaires. Donc les situations problèmes mobilisatrices, c'est un input qui alimente, si vous voulez, le système. Alors, le 3 et 4, on a mis ça comme processus, à la fois, il reviendrait, un processus d'objectivation, réflexion critique et controverse dans une relation de confiance, et qui, ça c'est le versant, on pourrait dire, psychosocial. Le versant socio-cognitif, c'est les productions, appropriations successives de connaissances plus ou moins explicites, plus ou moins partagées, ça on reviendra. Un output que l'on a situé en termes de mémoire, de production de connaissances, de traces collectives, de mémoire organisationnelle, mais évidemment, si on met ça comme pour un processus de sortie, c'est en même temps une entrée, vous avez bien compris. Les connaissances en même temps sont réinjectées, si elles sont gérées, elles peuvent être réinjectées dans le système. Et donc au début, on se contentait des 4, et alors on s'est senti obligé d'ajouter alors un 8e principe qu'on a remis dans les conditions nécessaires et suffisantes, gestion inspirée, j'expliquerai après les termes, des processus et des conditions de l'apprentissage organisationnel, parce que dans les 3 établissements et dans d'autres que l'on observait également, mais la direction joue un rôle extrêmement central. C'est très curieux, mais on reviendra tout à l'heure. Il est à la fois central pour le processus, et à certains moments la direction est absente. Donc c'est à la fois très pesant à certains moments et très absent à d'autres moments dans des processus. Et je pense qu'on comprend bien qu'à la fois il y a l'aspect d'émergence, il n'y a pas d'émergence si on est pesant, mais il n'y a pas d'organisation si on n'est pas à un moment donné pesant, pour parler rapidement. Alors, ce principe-là, comment dire, donc, problème identifié, oui. Dans les managements par projet, souvent, c'est à partir d'un problème dans le management, les gens aiment beaucoup les problèmes dans le management, parce que le management, il se développe à partir des problèmes. C'est les défis posés par des problèmes, les défis que l'on peut résoudre, qui font avancer l'industrie, les services, etc. Mais dans le monde de l'administration, de la santé, de l'école, les problèmes, c'est mal vu, les problèmes. Alors on va dire qui est coupable, qui n'est pas coupable, vous comprenez, c'est pas du tout la même mobilisation des problèmes. Donc, si vous voulez, ici, on n'a pas observé, si vous voulez,
c'est pas un problème qui arrive et qui constitue un défi. C'est progressivement, si vous voulez, une problématique qui apparaît, sur lesquelles les gens reviennent, où la direction reprend, qui est liée à la mission d'éduquer ou d'instruire, hein, et qui, à un moment donné, est considérée comme important, comme une sorte de mise à l'agenda, important pour des réunions de concertation, si vous avez des réunions. Non, il ne faut pas prendre ça de manière linéaire, hein, en tout cas beaucoup moins dans le monde des écoles. Donc, vous pouvez avoir des éléments déclencheurs, des opportunités de réflexion, ça peut toucher à la discipline. C'est très clair dans l'école, la troisième école, qui est centrée sur les apprentissages et l'obsession des apprentissages. Tous les enseignants et la directrice sont vraiment obsédés par l'apprentissage des élèves. Et donc, ils regardent tout le temps, ils s'interrogent, on le verra. Et donc, on voit bien que les énergies sont faites vers l'identification des apprentissages, le diagnostic de ces apprentissages, et pouvoir, alors, surtout le diagnostic, et dans un deuxième temps, pouvoir y apporter. Donc, vous avez des éléments déclencheurs, une intention d'apporter un changement, une intention partagée d'apporter un changement, des intérêts différenciés plus ou moins complémentaires, parce que des gens entrent par différentes portes, hein, et vous avez un aspect, si vous voulez, de constitution de réseau. Par exemple, l'informatique joue un rôle énorme. Les gens ils se quittent à l'école, par exemple, à 4h ou à 4h30, et bien à 5h30, ils s'échangent déjà, et c'est des dames qui ont des enfants et qui font le repas du soir, qui s'échangent sur Internet. Des choses qu'ils voulaient dire et qu'ils ont pensé en rentrant chez eux en voiture. Hein, et on a pu reconstituer comme ça toute une série de trames, hein, d'échanges, et où on voit que ça n'arrête pas. Hein, donc, je veux dire, il n'y a pas la coupure. Évidemment, ça pose d'autres questions, des questions de stress, etc. Mais il n'y a pas la coupure, et les gens, si vous voulez, sont centrés, et vous avez des gens qui sont plus ou moins spécialisés, hein, dans certains types de jeux, etc., et qui, dans cette école-là, qui s'appuient les uns les autres. Donc les facteurs, là, évidemment, c'est l'habitude de se concerter, de se parler, et la stabilisation à un moment donné d'un problème, de se dire que ce problème vaut la peine d'être traité, et que l'on va mettre des ressources en temps, en personne, ou que sais-je, acheter des livres, faire venir un expert de l'extérieur pour les aborder. Alors, on arrive maintenant au cœur du processus. Hein. Dans le 3 et 4, ça nous renvoie au cœur du processus. Alors, on dirait l'apprentissage organisationnel, il se construit dans quoi? Un processus d'objectivation. Ça, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas d'objectivation, je dirais surtout dans le milieu enseignant, si vous connaissez un peu quel milieu de la plainte, il y a beaucoup de plaintes, je ne veux pas trop stigmatiser, mais hein, on connaît quand même ces éléments-là. Alors, bon, c'est pas fait grand-chose avec des plaintes. Hein. Il faut les entendre, évidemment, mais c'est difficilement construire. Donc l'objectivation, c'est la mise à distance, c'est le recueil d'informations, c'est partir des données, des réussites, des échecs, des résultats, des tests, etc. Donc, identifier des situations, si c'est des problèmes de discipline, etc. Donc, il y a la nécessité, si vous voulez, d'une mise à distance, d'une objectivation, hein, qui permet justement de remettre en question des théories implicites qui vont de soi pour les gens, et qui permettent de prendre distance. Mais cette objectivation, donc, elle permet aussi la controverse. Donc, pour qu'il y ait apprentissage organisationnel, quelque part, il faut que les gens puissent se mettre en cause les uns les autres. Ça, il n'y a rien à faire. On est au cœur du processus, hein, que certains d'entre vous connaissent sans doute, hein, les conflits socio-cognitifs popularisés par des psychologues sociaux. C'est quoi le conflit socio-cognitif? C'est, si vous voulez, une relation d'aménité, c'est du vieux français, disons d'entente, ou des gens d'estime réciproque. Si vous avez des gens qui s'estiment de manière réciproque et qui ont des positions différentes sur un problème, ben, vous comprenez qu'il y a un problème. Si on ne s'estime pas qu'on n'a pas les mêmes positions, on comprend. Si on est dans des niveaux hiérarchiques différents et qu'on n'a pas les mêmes positions, ben, on se dira, ben, le chef, hein, il a toujours raison, on n'en passe pas moins, il est en situation
Vous comprenez? Mais si vous êtes dans une relation plus ou moins horizontale, hein, d'estime, hein, plus que de respect, hein. Il y a du respect, mais d'estime, hein, et que vous pouvez défendre et entrer en controverse, vous voyez, là, il peut y avoir une déstabilisation de chaînes mentaux et de chaînes cognitives. Voilà, hein. Donc, ce qui implique de déplacer des routines, enfin ça fait référence à des théories américaines de Schoen et Algéris. Ce qui fait que les conditions de ce type de conflit, de débat, sont rarement réunis, hein, dans la mesure où ça implique une confiance en soi, ça implique une confiance en l'autre, et ça implique une confiance dans l'organisation, plus exactement dans les procédures de l'organisation, dans la stabilité, dans ce qui va survenir après. Hein, si après certaines réunions, etc., ben, ce que vous avez dit vous tombe sur le plaire, je ne sais pas comment il faut dire, ben, la fois suivante, donc les conditions de développement de conflits sociocognitifs qui soient productifs, hein, et modificateurs de chaînes et qui permettent justement le partage alors de théories implicites, hein, et c'est important. Donc une modération, la collégialité, gestion des conditions de controverse et de la confiance. En parallèle, vous avez un processus cognitif, hein, que j'ai déjà tout à l'heure évoqué, hein, et qui, hein, c'est le fait à la fois que les gens utilisent des mots, hein, les gens utilisent des mots, et des mots propres parfois. Par exemple, dans l'école qui est centrée sur le projet, eh bien, la direction, elle n'impose que dès qu'il y a projet, dès que vous avez une construction du projet. D'abord une construction graphique. Et donc, il faut pouvoir expliquer c'est quoi le projet, pouvoir relier le projet à des éléments, à des compétences, à des éléments de programme, à une temporalité. Et donc, les gens dans cette école, ils ont appris au fur et à mesure que plutôt que de faire des textes, eh bien, faire des graphes et des schémas était parfois beaucoup plus parlant et qu'ils pouvaient se communiquer les uns les autres à partir de graphes. Et ils appelaient ça des araignées, c'est-à-dire le projet au centre, il y avait, je dirais, des liens vers un certain nombre d'éléments. Et alors les gens s'interpellent, est-ce que tu as fait une araignée, est-ce que tu en es, etc. Et donc, vous voyez, ce sont des modes de formulation qui renvoient, qui sont souvent assez syncrétiques, parce que c'est très difficile d'exprimer un graphe. Hein. C'est quoi un graphe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous devez donner tous les tenants et les aboutissants, hein, vous allez avoir des pages et des pages de procédure. Mais les gens apprennent par essai et erreur, à se communiquer ces éléments-là. Hein, dans les expériences dans l'école communale, où là, c'est plus par des lectures et par des apports extérieurs que vous avez des approches qui sont faites, mais on voit la directrice, elle intervient. Nous, on se disait, c'est pas possible, ça ne va pas tenir cette école-là, parce qu'elle intervenait vraiment comme une institutrice avec ses enseignants, comme si, en disant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. C'est pas possible que ça marche. Et apparemment, ça marche. Parce que quand elle n'est pas là, au moment des implantations, elle ne va jamais dans les concertations d'implantation et de niveau, hein, et bien là, les gens reprennent ce que la directrice dit, mais à leur compte. Voilà, à leur compte et dans d'autres manières. Hein, donc il y a des conditions, évidemment, l'école était en difficulté, donc les enseignants se sont réunis face à une crise, et donc il y a des conditions qui permettent de comprendre comment cet élément-là était possible. Mais donc on voit que vous avez une appropriation, une traduction hein, de certaines approches. Hein, on a pu l'observer dans la troisième école de façon très claire avec les jeux, notamment avec un nouvel enseignant à qui deux enseignants expliquaient les règles du jeu, comment on faisait, pourquoi, à partir de quand un jeu pouvait être mis dans la séance d'observation d'apprentissage. Et alors, à un moment donné, le nouvel arrivant a dit, mais moi je vais aussi apporter un jeu. Et alors, il y a eu tout un écolage
tout un écolage sur comment il fallait faire, comment il ne fallait pas prendre les règles du jeu, etc., mais qu'il fallait les retraduire, etc. Et donc, on voit ce travail d'appropriation successive qui pervertit, si vous voulez, on pourrait dire l'intention originelle d'une personne qui a conçu un jeu. Et donc, finalement, on ne sait plus qui a dit quoi, qui a pensé à quoi. Vous comprenez, la pensée est passée de l'un à l'autre, un peu comme dans ces chats, ou je sais pas, ou ces forums, où à un moment donné, on ne sait plus très bien qui parle. Mais parfois, évidemment, ça peut tourner vite. Donc, ceci, évidemment, nécessite une intention de changement, d'amélioration à l'implication des personnes. Dans le travail cognitif, nécessite que les gens soient impliqués. Sinon, ça ne marche pas, ça passe à l'extérieur. Et donc, avec un souci d'amélioration. Donc, vous voyez, les principes 3, 3 et 4, avec ça, on est vraiment au cœur du processus qu'on a pu observer. Donc, à la fois, vous avez des conditions socio-émotionnelles, relationnelles, et de conflits. Donc, c'est la mise à distance de problèmes, d'objectivation, tout à fait essentiel, dans un climat qui permet une confrontation directe. Par exemple, tout ça est sur le site. Le site, dans l'école numéro 2, à un moment donné, la chercheuse a observé une discussion sur la discipline. Il y avait eu un incident de discipline, une voie de fait d'un enseignant par rapport à un élève. Et alors, ils se sont interpellés, mais très très violemment entre eux, mais chacun donnant des exemples qu'ils ont vécus, et étant concret dans les exemples qu'ils ont vécus. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très différent. Si vous êtes concret dans ce que vous avez vécu, ou si vous dites, ou si vous donnez des jugements à l'emporte-pièce, ou des sentiments, etc. Les sentiments, évidemment, ils ont leur place. Donc là, la prise de distance, c'est l'élément concret de description. Vous pouvez pouvoir décrire une situation. Bien. Alors, l'apprentissage organisationnel se traduit dans la production de traces collectives. Donc, mémoire collective. Alors là, c'était frappant. Dans la première école, donc sur les projets, eh bien, le local de la direction, c'est un grand local, eh bien, il est parsemé d'affiches, les documents des projets. Non, ce n'est pas le local, c'est le mur. Le mur du directeur qui donne sur un couloir. Mais c'est le directeur qui gère ce qu'il y a sur le mur. Alors vous avez tout qui est affiché. Donc vous voyez, en même temps, ça sert comment dire, de trace, et les gens peuvent se référer constamment. Dans la troisième école, comment dire, là c'est l'architecture. Donc ils ont construit l'école après qu'elle fonctionnait. Et notamment par cycle, comme vous avez 2 classes par cycle, et une classe par niveau, premier, deuxième, troisième, quatrième, mais les cycles c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, enfin même si c'est troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais ils font troisième, quatrième et cinquième, sixième, et donc les 2 classes, tantôt peuvent se fermer, tantôt elles peuvent s'ouvrir, et vous avez des espaces de rangement pour les enseignants qui sont communs, qui sont placés par les classes. Et donc, c'est à partir de ces espaces de rangement que les gens mettent des fardes. Et donc, dans les fardes, on dit en Belgique, les fardes, vous avez toute une série de documents et alors avec un certain ordre, donc ils passent. Leur réunion consiste en partie à parler, mais à ranger en même temps les papiers pendant qu'ils rangent. Et dans ces fardes, c'est vraiment le produit collectif. C'est là parce que quand ils doivent organiser un atelier, le vendredi suivant, ils vont rechercher, c'est mis par objectif, par type de travail, etc. Et donc, ils organisent une base de données qui est représentée dans des fardes. Dans la deuxième école, l'école communale, là c'était beaucoup plus de traces comment je dirais, mnésiques. Parce que les gens parlaient de bout de ficelle, ils parlaient je ne saurais plus encore vous dire quoi. Donc c'était plus par l'intériorisation, le bout de ficelle, c'était notamment
comment mesurer la circonférence à partir du diamètre. Et donc, ils émaillaient leurs échanges par des mots tout faits, qui venaient le plus souvent de la direction, mais qui les rappelaient dans leur pédagogie active et dans leur pédagogie différenciée. Ça va? Vous voyez, donc les traces, c'est différentes choses. Hein. Et bien entendu, donc il y a la gestion, par exemple, une des directions, je crois que c'est la première, je me trompe, si je me trompe, où la photocopie est dans le local du directeur. Peut-être pas très malin, etc. Le directeur dit c'est fort intéressant parce que effectivement, il dit là, au moins, les enseignants viennent et on discute à ce moment-là, on a l'occasion de discuter. Et c'est un lieu d'échange. Hein, et lui, il est présent, il intervient. Ça va? Vous comprenez? Donc ce sont, vous voyez, la gestion, la régulation de la mémoire collective. Puis ici, je prends le projet. Vous avez une journée par an, vers la fin de l'année, où tous les projets sont présentés à l'ensemble de l'école, où il faut venir des gens de l'extérieur et des médias, journaux régionaux et parfois la télévision régionale, et où les projets sont expliqués. Et vous avez des films, des séquences de films, enfin, comme on connaît. Et la direction oblige, il donne même une sorte de standard, de mode de fonctionnement, de présentation, pour justement garder les traces, garder des archives d'année en année. Et c'est la journée. Là, ils ne font pas de réunion, comme je disais tout à l'heure, dans cet établissement systématique. Il n'y a pas de rapport pour l'inspection, mais vous avez une journée qui est la production, si vous voulez, de ces traces. Ça va? Et qui peuvent être archivées, hein, soit par vidéo, soit par des dessins ou par des écrits. Donc, comme j'étais là, évidemment, pour les traces, le rôle de la direction, l'intérêt des technologies, c'est vrai que l'informatique facilite beaucoup les processus d'apprentissage organisationnel et de communauté de pratique, comme on le verra après. Alors, je donne deux principes maintenant, 6 et 7, qui sont des principes qui sont des principes qu'on n'a pas considérés comme nécessaires et suffisants pour l'apprentissage organisationnel, parce que pas spécifiques à l'apprentissage organisationnel, mais qu'on a trouvé très développé dans les 3 écoles. C'est-à-dire, ce que là, donc, on applique des dispositifs organisationnels adocratiques centrés sur les problèmes et leur résolution. Donc ça vient de Minsberg, qui est un Américain, enfin non, un Canadien, qui a travaillé aux États-Unis et qui, comment dire, a fait une synthèse, on peut dire, c'est sans doute l'homme qui a fait la synthèse la plus importante actuellement sur les phénomènes organisationnels, les processus organisationnels, et il définit un mode d'organisation qu'il appelle adocratique, qui vient du latin ad hoc, vers cela, qui sont des modes d'organisation flexibles, temporaires, qui coûtent cher, qui coûtent beaucoup d'énergie. Tout ce qui est flexible, temporaire, etc., coûte beaucoup plus d'énergie que le reste. Hein, c'est pour ça que, non appelé hors norme, hein, toutes les écoles ne peuvent pas fonctionner comme ça. Hein, en tout cas, ça demande une énergie, une implication qui est sans doute pas réaliste et raisonnable. Mais enfin, ça, c'est pas l'objet ici. Ce n'est pas l'objectif d'être prescriptif, mais on peut en discuter. Et donc, on voit, si vous voulez, donc, créer des réseaux. Dans la 3e école, c'est la plus claire. Hein, puisque là, vous avez des parents, des réseaux internes et externes qui permettent le fonctionnement notamment de ces ateliers. Mais dans le premier, sur le projet, c'est très clair aussi. Les projets, vous avez des gens, parfois de théâtre, il y a des projets de théâtre qui se font, et donc vous avez aussi des apports externes par rapport à des apports externes. Dans les groupes de projets qui sont limités dans le temps, qui impliquent une flexibilité. Donc la charge cognitive et affective est importante, évidemment, la pression du temps, puisque le projet, il faut que ça aboutisse dans une temporalité, etc. Surtout ici, il y a des deadlines. Hein, et donc, le coût de fonctionnement adocratique, c'est que vous avez une superposition de ces dispositifs adocratiques au mode de fonctionnement habituel, parce que les 3 écoles fonctionnent la plupart du temps de façon classique, traditionnelle. Hein, donc, si dans une école, des ateliers, c'est le vendredi matin, le reste du temps, ça fonctionne de cette manière. C'est pas tout à fait classique, mais quand même. Les projets, c'est la même chose. Les projets, toute l'école n'est pas en permanence en projet. C'est pas possible. Et dans
comment je dirais, la deuxième école, vous avez des moments je dirais, d'activité, de méthodes actives qui s'accompagnent d'autres moments plus traditionnels. Donc vous avez une superposition des dispositifs adoptatifs au fonctionnement habituel, ce qui est très coûteux en temps. L'autre principe, et donc, oui, donc cette forme d'organisation, donc vous la trouvez dans tout ce qui est management par projet, etc. Donc ce n'est pas propre à l'apprentissage organisationnel, hein, mais on peut espérer quand même que dans le management par projet, vous ayez des possibilités d'apprentissage organisationnel. Alors l'autre, ce principe-ci, il est lié notamment à ce qu'on s'est inspiré de Alter, Robert Alter, qui a écrit en 2000 un ouvrage qui s'appelle L'innovation au quotidien, presse universitaire de France, et comment dire, qui est tout le problème de l'ordre et du désordre. Et Alter parlait de l'innovation contre l'organisation. Donc c'est clair que, si vous voulez, ce qu'on peut observer, c'est qu'évidemment, les interactions, le travail collectif qui se passe, quelque part, il contredit les identités classiques, les approches où chacun est dans sa classe, ou en dehors de la classe, on parle de ce qu'on veut bien parler. Ici, dans la troisième école, à certains moments, ils sont plusieurs enseignants ensemble, et ils voient les uns par rapport aux autres les apprentissages. Un enseignant pour qui ça n'a pas marché dans sa classe les dernières semaines, il va être sous le regard des autres. Vous comprenez, les autres vont voir à travers les tests et les jeux qui sont développés. Dans la première école sur les projets, eh bien, les projets sont souvent menés à plusieurs personnes. Donc quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les élèves, qui ne fonctionne pas, etc., il va être sous le regard de l'autre. Tandis que dans le fonctionnement traditionnel, moi j'ai enseigné à l'UNIF pendant 40 ans, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu pendant que je parlais. J'ai eu quelqu'un qui ça se passe. Vous comprenez, hein, ça change complètement la relation. Hein. Et donc, c'est clair qu'à travers les méthodes actives, etc., il y a toute la question du désordre, du chaos, le fait de pouvoir accepter à certains moments de l'incertitude, de la désorganisation, de faire un deuil. Hein, à un moment donné, on relevait dans des phrases qui étaient exprimées parfois de la nostalgie. Hein, et puis, pas oublier que ça demande beaucoup d'énergie et du temps et que les gens se plaignent de la surcharge. Donc, si vous voulez, dans les conditions, je mettais l'apprentissage organisationnel, si vous voulez, théoriquement, il ne relève pas du fonctionnement habituel ici, qu'on a intitulé alors, donc l'apprentissage organisationnel nécessite une gestion inspirée du processus d'action et de réflexion collective. Alors pourquoi on parlait de gestion inspirée? Parce que, si vous voulez, s'il n'y a pas une inspiration, ça ne marche pas. On voit bien que dans les trois cas, ici c'est plus dans les directions, je suppose que ça n'a pas toujours été nécessairement la direction, mais enfin, on a constaté que c'était plutôt dans la direction, vous avez une vision. Une vision de ce qui était bon sur le plan pédagogique, de ce qui était souhaitable, de vers où l'école devait aller, etc. Donc ça c'était assez clair et cette vision pouvait être partagée, pouvait être communiquée. Parfois on trouvait de manière très maladroite, comme je vous l'ai dit, mais elle était communiquée et elle était plus ou moins partagée. Donc, mais si vous voulez, l'inspiration sans une gestion au quotidien, c'est pas du tout crédible. On connaît bien que... Hein. Mais inversement, de la gestion de connaissances, comme on trouve, par exemple, dans certaines administrations, j'ai ici un document qui est fort bien de l'administration fédérale belge sur le knowledge management, où il y a beaucoup de programmes informatiques maintenant sur les communautés de pratique et sur le management des connaissances. Mais un aspect technique, si vous voulez, sans inspiration, sans que ça ait du sens, sans ça rentre dans des projets individuels et collectifs, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Donc, si vous voulez, hein, il y a à la fois cette inspiration et cette gestion qui est nécessaire. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est compliqué parce que si vous prenez les grandes entreprises ou le ministre ou que sais-je, eh bien, les gens, ils s'entourent de conseillers, donc ils peuvent avoir des visions, ils ne sont pas nécessaires eux-mêmes d'être des gestionnaires, ça va.
Hein, le tout, c'est qu'à un moment donné, ils soient bien conseillés ou qu'il y ait des équipes qui fonctionnent. Mais quand on travaille avec des équipes, si vous voulez, si la personne n'est pas cohérente avec ses valeurs, avec la vision, si vous n'avez pas cette structure, eh bien, ça peut difficilement marcher. Je ne sais pas si je comprends. Donc, à la fois, c'est une exigence assez forte en termes de compétences par rapport à des gens. Donc, il faut à la fois qu'ils puissent inspirer les personnes avec qui ils travaillent, et inspirer de manière crédible, sans que ce soit sans qu'on rigole, hein, quand un recteur, je ne vais pas vous citer de nom de recteur, dit un certain nombre de choses, ben, tout le monde rigole. Que voulez-vous, hein, bon, d'où parle-t-il, d'où vient-il celui-là, hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais bon, comment dire, et donc, ça veut dire, pourquoi rigole? Parce qu'il n'y a pas les moyens de sa politique, on peut dire n'importe quoi, mais il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce qui fait quand même les cours qui apportent les crédits de recherche? C'est les profs, c'est pas le recteur. Le recteur, c'est la manche du coche. Il peut jouer parfois sur certaines franges. Vous comprenez? Mais que voulez-vous? C'est quand même les profs qui se jugent les uns les autres, qui se font publier les uns les autres, qui sont dans le comité scientifique, qui allouent les budgets de recherche, etc. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressources particulières. Hein, donc, c'est ça que je veux dire qui est tout derrière. Hein. Donc, il faut cette cohérence possible, hein, entre une visée, hein, et des moyens qui sont à disposition et qui peuvent être utilisés. Bon. Les directions n'ont pas souvent ni la formation ni la compréhension de ce genre de choses. Donc, le climat de sécurité, ça c'est très clair, l'importance de gérer, par exemple, hein, dans la première école, la direction a dit, ben, on ne change rien, c'est moi qui gère l'enveloppe de l'école avec l'extérieur, hein, avec le ministère d'inspection et les enseignants qui travaillent. Hein, et la mise en place donc, des dispositifs de gestion des connaissances sur lesquels je vais revenir maintenant. Je peux encore prendre un quart d'heure? Oui, un quart d'heure. Donc ici, on va passer les éléments théoriques, hein, comme je me doutais bien. Hein. Mais là, vous pourrez les lire, hein, ou alors il faut aller chercher le rapport sur le net, de traduction. Voilà. Donc c'est ça que j'avais entamé. Donc, mais l'apprentissage organisationnel tel que nous les avons observés dans ces institutions qu'on a appelées hors normes, hein, eh bien, ça nécessite pas mal de conditions organisationnelles, de mobilisation de ressources, hein, dans les trois, enfin, surtout dans le premier et troisième établissement, en temps, en espace, en argent, en capacité cognitive, en capacité relationnelle, en capacité émotionnelle. Un leadership plutôt de type transformationnel, oui, je ne vous ai pas défini, mais le leadership que j'essaie de vous expliquer, c'était le leadership transformationnel, je ne sais pas s'il faut le définir, par opposition au leadership transactionnel, qui est un leadership de négociation, tandis que le transactionnel n'est pas dans la négociation. C'est plus à travers une vision que les gens rejoignent, que dans une négociation, pas à pas, ou terme à terme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas nécessairement de négociation, mais bon. Alors, et donc, oui, c'est ça, comme j'ai déjà dit, hein, ces conditions-là sont peu compatibles avec les configurations professionnelles classiques, école, hôpital, services sociaux, avec les administrations publiques et avec les entreprises tayloriennes à forte division du travail. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'élargir le concept d'apprentissage organisationnel à d'autres concepts. Parce que, comme je vous dis, moi, comme observateur et comme j'essaie de modéliser un processus, eh bien, quelque part, ce que je fais, enfin, je parle en termes, c'est surtout moi qui travaille cela, hein, je crée une sorte d'un idéal type. Donc, pas ce qui doit être fait, hein, mais une construction théorique typique, hein, qui se distingue, par exemple, d'une construction taylorienne. Dans une construction taylorienne, ce serait quoi? C'est, si vous voulez, tous les processus sont définis, peuvent être formalisés. Hein, à ce moment-là, vous avez l'automation qui devient possible. On peut diviser le travail, on peut définir chaque processus, etc. Voilà. Même la qualité, on la redéfinit alors après dans des processus, etc. C'est très difficile à étudier au début. J'ai eu une mémoire là-dessus chez Solvay, mais à la fin, la qualité se traduit dans des processus et on voit les contrôleurs de qualité, là, que les gens peuvent utiliser ou pas ces procédures, s'ils savent à quel endroit il y a les documents qui indiquent les procédures, etc.
les ISO 9001, 2, 3, 4 et tous les autres. Donc là, c'est un autre idéal type, si vous voulez, cette organisation mécaniste, disons bureaucratique, très utile si on doit aller d'un endroit à un autre en avion, si on doit faire l'entretien des avions, etc. C'est très utile, les centrales nucléaires aussi, très utile, la connaissance ce mode d'organisation. IKEA aussi, IKEA, c'est l'organisation la plus théorienne qui soit. Regardez ce que ça apporte quand même à une société. Enfin bon. Donc je dis ça pour ne pas tout de suite mettre des jugements trop rapides. Un autre idéal type, ce serait l'organisation professionnelle où chacun est formé, très formé, travaille avec ses clients sur le terrain, en proximité des problèmes, etc. Se forme par ailleurs en formation continue. Ceci, comment je dirais, l'organisation adocratique ou apprentissage organisationnel, c'est un autre idéal type où l'on voit se développer surtout, si on prend aujourd'hui dans les nanotechnologies, dans les recherches pharmaceutiques, comment je dirais, ici à Genève-la-Loire, il y a une entreprise assez géniale là-dessus. Comment elle s'appelle les grosses entreprises pharmaceutiques qui fonctionnent dans la production de manière adocratique. Ça, c'est un autre projet. Alors, comme ces conditions ne sont pas souvent remplies, c'est intéressant donc de voir d'autres domaines. Alors, un élément dont on parle beaucoup, c'est la théorie des communautés de pratique, ou parfois il faudrait dire communauté d'apprentissage par la pratique. De quoi il s'agit? Si vous voulez, ce serait dans l'apprentissage organisationnel, je vais aller vite, ce serait les aspects collectifs plutôt que l'aspect organisationnel. C'est plus des gens qui s'identifient à partir d'un métier, à partir de problèmes, qui interagissent, le plus souvent par communauté virtuelle. Dans le monde enseignant, on peut avoir ça entre plusieurs écoles, ou ça peut être à l'intérieur d'une école, à travers plusieurs écoles, ou dans le monde médical, ou des gens qui, à travers l'informatique, ne sont jamais vus, mais ils produisent des normes, des manières de travailler. Par exemple, le phénomène de la Silicon Valley, bien près de San Francisco, là aussi, San José, c'est été analysé notamment à partir de ce concept de communauté de pratique. D'essayer de définir, de repérer un certain nombre de communautés de pratique qui ont permis le développement de toutes ces myriades d'entreprises, qui sont souvent des entreprises de cadres, de gens très formés. Donc vous voyez ici, c'est des gens qui ne travaillent pas nécessairement ensemble au quotidien, mais c'est des gens qui ont en commun des mêmes types de problèmes et qui échangent sur ces types de problèmes, qui créent des outils, etc. Alors, l'avantage des communautés de pratique, donc ce qui est fédérateur, c'est l'activité professionnelle. Donc là, on n'agit pas au nom de l'organisation, on agit éventuellement au nom de sa communauté, de sa communauté de pratique. Donc ça peut se passer à l'intérieur comme à l'extérieur d'une organisation. Donc là, dans la communauté de pratique, l'horizontalité est beaucoup plus grande, et c'est à la fois la force, puisque ça permet des émergences, mais c'est aussi la faiblesse, parce que sans organisation, ces communautés de pratique peuvent se dissoudre. Ça va? La communauté de pratique peut conduire à un processus d'apprentissage organisationnel, comme elle peut en être le produit. Les apprentissages organisationnels peuvent se produire à partir de gens qui s'identifient, qui forment des clics dans l'organisation. Et donc c'est un système beaucoup plus lâche, et qui s'adapte sans doute mieux aux organisations professionnelles. D'autres concepts que je mets, organisation apprenante et qualifiante, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Dans l'organisation apprenante, puis on a parlé d'apprentissage organisationnel, maintenant dans la littérature vous avez aussi les organisations apprenantes, et donc là, c'est ce que je disais au début, l'organisation apprenante c'est une organisation qui est structurée pour favoriser des émergences. Donc ça c'est le paradoxe, et dont l'objectif c'est de développer des capacités collectives au sein de l'organisation, et qui fait que même si les gens partent, eh bien, l'organisation peut continuer à fonctionner sur ses compétences. L'organisation qualifiante, avec MSF, je donnais l'exemple, donc là c'est plus un environnement pour que les gens se développent dans leur travail, développent des compétences qu'ils peuvent ensuite faire valoir à l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement l'organisation qui s'organise pour avoir la maîtrise elle-même.
elle espère toujours avoir la maîtrise en continuant à engager des gens compétents et en leur donnant un espace de développement. Le management des connaissances, je vais terminer avec c'est ça, deux trucs. Donc, si vous voulez, là j'ai pris deux définitions, j'ai amené ici, si ça intéresse certains. Chaque fois un ouvrage en français qui est pour moi un bon ouvrage sur ce domaine-là, parce que ce domaine-là, vous avez le pire et le meilleur qui se côtoient. Ici, c'est de Ferrari et Pesqueux et Economica. Economica, c'est une excellente collection. Management de la connaissance, donc une gestion consciente, coordonnée, opérationnelle des informations et des savoir-faire. La deuxième, elle est plus mieux, processus d'identification, de capture et de mobilisation de la connaissance collective dans une organisation. Un avantage compétitif. Donc là, il s'agit bien d'un soutien au processus d'apprentissage organisationnel et ou de communauté de pratique. Mais il peut s'agir aussi dans le management des connaissances, d'un produit plus ou moins formalisé, d'une communauté de pratique ou d'un apprentissage organisationnel. Et alors je vous donne ici, en terminant, je dirais un programme classique que certaines entreprises belges introduisent là, ou des multinationales belges notamment. Donc vous voyez, favoriser les processus organisationnels de production de connaissances individuelles et collectives, organiser la mémoire de l'organisation, donc produire des traces relevantes, renforcer les outils en gestion du savoir, logiciel d'aide à la décision, gestion des compétences, etc., exploiter les potentiels des technologies de l'information et de la communication. Au CFIP, je vais terminer là-dessus, parce que je suis quand même président du lycée du CFIP, on vient d'engager une universitaire pour faire ce travail-là, dans certains types de conditions, pendant 2 ans. Exprès, un contrat, je ne veux pas que ce soit une sorte de parce que si les choses se continuent, la personne doit faire ça à la place des autres. Mais si on veut amorcer un processus de management des connaissances et des compétences, eh bien, il faut un apport nouveau. Il faut un apport nouveau, etc. J'arrête. Merci Michel. Bravo Michel.